Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Finger Pilot. 3 jours après le Grand Prix de Las Vegas, l'émotion n'est toujours pas redescendue. Le Grand Prix de l'extravagance, le Grand Prix du show, le Grand Prix de la démesure, l'argent n'a plus de valeur. On est à Las Vegas, baby les amis. J'espère que vous avez suivi la preview. Cette fois-ci, on vient pour le débrief. 99% de show, 1% de sport. Ce sont pas mes paroles les amis. Si vous avez suivi le Grand Prix, ce sont les paroles de Monsieur Max Verstappen. Est-ce que sa victoire à la fin de la course lui a permis de remettre de l'eau dans son vin? Les amis, il faut qu'on en parle. Est-ce que Las Vegas a été chaotique? Sur le plan économique, sur le plan environnemental, des arbres coupés, ou plutôt, est-ce qu'au final la course n'a pas donné une saveur qui donne envie de revoir le Grand Prix en 2024? Les amis, si on dépose un peu nos armes, soyons objectifs, soyons précis, aimons le sport. Est-ce que Las Vegas au final, c'était une mauvaise idée? On va en débattre les amis. Franck est là. Franck est revenu parmi nous après s'être terré depuis la déchéance de Mercedes. Il est temps qu'il revienne à la lumière. Mercedes encore cherche la lumière, mais Franck n'aime pas le noir. Et avec lui, on va débriefer le Grand Prix. Franck, comment vas-tu après ce Grand Prix de Las Vegas? Las Vegas Eh Baby, oui. mon gars. C'était du pur racing, ça. J'étais là à 7 heures du matin et c'est le Grand Prix qui m'a réveillé, alors que j'ai eu que 5 heures de sommeil. Donc, là, on a touché à du très grand cru et il a fallu attendre la 21e course pour avoir pour moi le premier banger absolu de la saison. Premier banger absolu. Si je comprends bien, pour toi, le Grand Prix de Las Vegas, c'est ton meilleur Grand Prix de la saison. Bah, si je lui donne la note de 17, ce que je n'ai jamais donné jusqu'à présent, bah, les plus matheux d'entre vous ont compris qu'est-ce que je donne comme note. Soyons objectifs. Des coups, de l'aspiration, de la bataille pour la victoire. En fait, on s'est jamais dit quand Verstappen a pris le clean air que, ok, la course est terminée. Et ça, c'est la première fois de la saison que Max passe premier et la course n'est pas finie. Donc, à partir de là, bah, bien sûr que ça rabat toutes les cartes pour moi. Ok, je comprends. Écoute, les spectateurs de Canal+ ont donné 14,9 à ce Grand Prix. C'est la troisième meilleure note de la saison. Après le Grand Prix de Singapour, 16, et le Grand Prix du Pays-Bas, 15,5. Pour moi, honnêtement, je t'avoue que j'ai pas pu me réveiller à 7 heures. J'avais pas autant d'excitation que toi. Je suis venu, j'ai vu les trois derniers tours qui m'ont poussé à revoir le Grand Prix. Et après avoir revu ce Grand Prix, je lui donne une note de 16. Honnêtement, c'était un très beau Grand Prix. La lecture était complètement difficile. On a eu de beaux dépassements. Hamilton en a fait 15 de mémoire. Bref, il y avait presque tout pour avoir un banger. Mais je sais pas, il manquait le petit plus qui fait dire que ce Grand Prix, je me rappellerai dans 3 ans. Donc pour moi c'est un 16, pour toi c'est un 17, pour les téléspectateurs de Canal c'est un 14,9. Bref les amis, on est un peu trop généreux ce soir et du coup on va parler du Grand Prix. C'est l'heure du débrief les amis. N'oubliez pas, n'hésitez pas, likez la vidéo pour donner la force et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification. C'est parti. Les Finks, j'espère que vous êtes bien assis. On va débriefer ce Grand Prix. Au goût, je sais pas. Un peu salé, un peu amer, un peu bon. On dirait du café, les amis. Au sommaire, est-ce que ce Grand Prix a été doux? Un début en eau de boudin et une fin en fanfare. 99% de show, 1% de sport. Les amis, il faut qu'on en parle. Et à la fin, Ferrari et Mercedes, qui sont au final à 4 points d'écart au championnat constructeur, ça va se jouer à Abu Dhabi. Qui va gagner cette seconde place? Est-ce vraiment un combat? Est-ce qu'il a lieu d'en faire un vrai combat? Il faut qu'on en parle parce que cette saison a des dynamiques assez étranges. Ne partez surtout pas. On fait un petit tour sur le Grand Prix. Les amis, la grille de départ a été assez atypique avec évidemment Gasly qui rejoint le top 4, voire le top 5. C'est assez étrange. C'est pas les habitudes de la maison. On est d'accord, Franck? Ah, ça, Ça nous a surpris. Également, seconde surprise, Williams, Albon et Sargent qui prennent le top 5 et top 6, c'est beau. Et au final, on a un Bottas
Un Bottas qui est là, qui se réveille, mais finalement ça a été un pétard mouillé. La déception, c'est Lewis Hamilton, 10e. Grosse déception de cette qualification. Et au final, à la fin du Grand Prix, c'est qui brille? C'est Esteban Ocon. La plus grosse progression. Il part de la 16e place à la 4e. En fait, il troque de place avec Gasly qui lui finit au final 11e. Très très belle course de Esteban Ocon. On va en revenir les amis. Beaucoup de choses à dire. Perez également des choses à dire. Hamilton, Russell est coupé de 5 secondes de pénalité. Du coup, il finit derrière Hamilton. Hamilton, très grosse course. On tient à préciser que c'est le pilote qui a fait le plus de dépassements. Très malchanceux au global durant ce Grand Prix. Et c'est 15 dépassements. À un moment donné, il était dernier du Grand Prix. Et il finit 7e. À souligner. Alonso 9e. Piastri 10e. Il est parti presque dernier également au fond de la grille. La McLaren qui au final avait un peu de rythme pendant la course. C'est dommage que Norris n'a pas pu rallier la ligne d'arrivée. On aurait bien voulu voir cela. Donc comme je vous disais, Zhou, 15e. Alfa Romeo, on ne sait pas. On a l'impression qu'elle performe bien en qualification et qu'en course, elle dégringole. On dirait des as. C'est peut-être pour ça qu'ils jouent ensemble le championnat constructeur. En parlant de championnat constructeur, les amis, on va embrayer. Les amis, les choses n'ont pas bougé. La seule bataille à regarder, ce sont les 4 points d'écart entre Mercedes et Ferrari. Qui finira cette saison second au Grand Prix constructeur? Côté des pilotes, les amis, il y a eu quelques changements. Sainz est monté, il a égalité aujourd'hui avec Alonso. Et Norris perd des places vu qu'il n'a pas fini le Grand Prix. Ça se joue vraiment très serré. On le disait encore lors de la preview du Grand Prix de Las Vegas. Il y a vraiment un gros combat. Sainz, Alonso, Norris, Leclerc. C'est vraiment là que ça se joue. Il faut bien regarder ces places-là. Et le dernier classement va obligatoirement se jouer également lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Certes, on ne se rappellera pas l'année prochaine qui était 4e, 5e, 6e du Grand Prix. Mais c'est toujours beau de gratter 1-2 places en fin de saison. Donc voilà pour les championnats. Mais avant de débriefer de façon très précise ce Grand Prix, il faut qu'on revienne quand même sur la gestion pneumatique lors de ce Grand Prix. Comme je disais, Ocon fait une très grande course. C'est un très beau Grand Prix pour lui. Mais, au final, il a la même stratégie que Gasly, à 3 tours près. Ocon ne s'arrête pas pendant une safety car, il s'arrête pendant le Grand Prix en fait. Et le fait qu'il s'arrête justement à safety car lui permet de grappiller énormément de positions quand on voit que tout le monde s'arrête au tour 26 lors de la safety car. Et Ocon a effectivement une très bonne gestion pneumatique vu que Gasly lui recule au classement parce que quand Esteban ressort, il ressort derrière Ocon. Esteban ressort derrière Gasly. Ouais. Et au final, Gasly finit loin derrière lui. Donc, Esteban Ocon a trouvé un petit truc. On a l'impression qu'il y a eu un truc qui a été trouvé dans le garage d'à côté. On l'a gardé pour soi, pour que Gasly n'en profite pas. Je ne lève pas de polémique, les amis. Je dis ce qui a été dit. Ocon a dit, on a trouvé un truc au garage. Bon, si ça a été trouvé côté Ocon, on a l'impression que Gasly l'a pas trouvé. Soit c'est son pilotage qui n'épousait pas la forme des pneus, soit il y a un truc. Il y a vraiment une vraie guerre déclarée, éclatée, assumée dans le clan Alpine. Dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, c'était globalement une stratégie à 2 arrêts. C'est la stratégie qui payait le plus. Je vous ai dit, Ocon, c'est 6 dépassements. Il n'est pas arrivé là par l'opération d'une grande performance magistrale. Non, c'est 6 dépassements. Hamilton 15, Ocon 6. Donc, dites-vous, c'est la safety car qui le met là, avec également Stroll. Donc voilà les amis, voilà pour ces pneumatiques. Est-ce que Franck, tu veux rajouter quelque chose? Non, pas vraiment, je pense que tu as été assez clair. Après, Ocon n'a pas fait une course d'attaque, il a fait une course de gestion. Là où Hamilton a été sur l'offensive du début à la fin, il n'avait pas le choix vu tous les incidents de course qui lui ont sauté à la figure. Mais franchement, comme tu as dit, course assez illisible, mais passionnante. En fait, je pense que on a tellement eu des courses qui se lisaient dès le premier tour à partir du moment où Verstappen vira en tête, que ça fait plaisir, en fait, d'avoir une course où tu restes devant ton écran et tu te dis qui va finir, en fait, sur le podium, qui va gagner. Et c'est pour ces instants-là qu'on est fiers de suivre le sport. Ah, quel amoureux du sport. Quand tu parles, je sens l'amour du sport. C'est poétique tout ça.
Bref, les amis, on va attaquer le sommaire. Début en eau de boudin, fin en fanfare. Les amis, ce Grand Prix, c'était le Grand Prix de toutes les questions. On s'est posé des questions environnementales, on s'est posé des questions sur l'économie de Las Vegas. A priori, le monde entier se préoccupait de l'économie de Las Vegas quand personne ne s'en préoccupe en temps normal. Bref, le sport a été l'affaire de tous. Ce Grand Prix a commencé d'abord par un événement assez particulier. Déjà une FIA qui donne l'accréditation quelques heures avant le début de la FP1. Ces monoplaces qui sont de gros aspirateurs qui réussissent à lever une bouche d'égout, qui a réussi à transpercer le fond plat et même presque la cellule de survie du pilote. Bref, on a eu un Grand Prix qui a très mal commencé. Les jugements ont été très forts, on a été très sévères envers la FIA, très sévères envers le promoteur du Grand Prix, envers les organisateurs de ce Grand Prix. On se rappelle même qu'au final, après la FP1, on a vidé en fait tout le stade. Ceux qui ont payé leur place n'ont pas pu regarder la FP2 parce que la FP2 a été très retardée. Je pense qu'elle a commencé à 2h du matin. C'est ça, Franck, de mémoire? Oui, 2h du matin, heure locale, fin à 3h30. 2h30 du matin à 4h, autant pour moi. Et donc, les organisateurs ont préféré vider les gradins parce qu'effectivement, le personnel avait déjà fait sa journée. Il n'était pas question qu'on les paye des heures supplémentaires. Ah non, capitalisme, mon gars. Soit le capitalisme, soit un peu d'humanisme peut-être aussi. Ah oui, on pourrait également mettre côté humanitaire dans tout ça. Peut-être que tout simplement, c'était pas humain de faire travailler ces gens 48 heures d'affilée, etc. Peut-être qu'on voit pas ce côté-là. On voit juste que les spectateurs étaient privés. Oui, c'est vrai, le billet coûtait cher. Et donc les 200 € qu'on leur a donné pour aller acheter des goodies à Las Vegas, ou la casquette qui coûte souvent 40 € sur le site en Europe, coûtera peut-être 70 $ à Las Vegas, voire 80 parce que on est à Las Vegas, les amis, tout, c'est des mesures. Oui, c'est un gros coup pour les fans. C'est un gros coup pour les fans. Dites-moi ce que vous avez pensé, les amis, de ce début de Grand Prix. Parce que par la suite, moi j'ai adoré la sphère. La sphère pour moi, c'était la chose à voir. La chose à voir au virage 7, 8, 9 ou 6, 7, 8. Bref, vous connaissez la chicane. Je pense que c'est 6, 7, 8. Mais ça, c'est ton côté ingénieur. C'est mon côté ingénieur qui parle. Cet écran qui bouge, qui regarde le Grand Prix, qui regarde le public, qui communique avec nous, qui envoie des messages de publicité. 360 degrés à l'extérieur, 360 à l'intérieur. Moi, c'est magnifique, quoi. Ce Grand Prix de Las Vegas, je voulais voir la sphère. Oui, c'est un désastre écologique. Les amis, même l'iPhone est un désastre écologique. Donc, aimons un peu le sport. Aimons tout simplement le sport. C'était beau, c'était la démesure. Mais au final, Max Verstappen qui avait plus de show que le sport, c'est lui qui sabre le champagne sur le podium, l'écoule comme si c'était la victoire de l'année. Bref, je pense qu'il a dû mettre un peu d'eau dans son vin et que ce Grand Prix au final n'est pas si mauvais que ça. Maintenant que j'ai posé le décor, Franck, il faut qu'on t'entende. J'aimerais que tu me donnes ton avis sur le Grand Prix de Las Vegas. Est-ce que nous avons vécu un moment gênant? Gênant, ça n'a duré pour moi que 3 heures. Mais c'était vraiment 3 heures extrêmement gênant, voire inacceptable. Tu as parlé du promoteur de ce Grand Prix. Pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que ce Grand Prix n'a pas de promoteur extérieur comme les 21 autres Grands Prix. Le Grand Prix de Las Vegas appartient à la F1, donc c'est la FOM qui est le promoteur et qui est censé être la personne la plus pertinente pour organiser un Grand Prix. Et c'est ceux qui se fourvoient dès la première heure avec une bouche d'égout où on ne cède pas les égouts, alors que les circuits urbains, la priorité est de céder les égouts afin d'éviter ce genre de problème. Donc ça déjà, je trouvais ça terrible. Et enfin, on en parle très peu, tu l'as souligné, mais faire rouler des pilotes à 2h30 du mat, mon gars, moi je trouve ça scandaleux qu'on connaisse que c'est qu'une Formule 1. 2h30, sachant que la veille, ils étaient à la cérémonie jusqu'à minuit, voire plus, d'ouverture, que Stroll et Max sont trouvés avoir été exposés comme des clowns. Bref, ça c'est la partie mauvaise. Mais je pense que là où tout le monde a été surpris, c'est vraiment la qualité
du sportif. Et moi, je mâche pas mes mots, je me suis éclaté devant ce Grand Prix. Tous les pilotes ont enfoncé le Grand Prix. Tu as parlé de Max. Max, il a chanté Las Vegas à la fin. Il a dit que vraiment, il a kiffé du début à la fin. Franchement, il n'y a pas eu que cette longue zone DRS. Je vois les puristes commencer à dire oui, F1 balance au DRS. Non, il y a eu des dépassements hors DRS, vraiment à l'audace. On l'a vu avec Leclerc, on l'a vu avec Hamilton, où on surprend l'adversaire au freinage, où on l'enroule au virage 2 juste avant le DRS. Franchement, ça permet énormément de trajectoires différentes. Et ça, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et moi, j'aimerais te relancer sur quelque chose, c'est qu'est-ce qui est mieux finalement? Est-ce que tu préfères quelque chose comme Monaco, où on te sert un ruinard en qualif pour finir sur le vinaigre durant la course où il n'y a pas de dépassement, ou alors un Grand Prix de Las Vegas qui commence mal avec des qualifs pas très impressionnantes visuellement, mais où le dimanche, là où ça compte, tu en as pour ton argent. Franchement, pour moi, c'est une question philosophique. Je veux avoir ton avis. Est-ce que je préfère le ruinard à Las Vegas? Est-ce que tu préfères le ruinard en qualif ou le ruinard en course? Parce que c'est de ça dont il est question qu'on compare Monaco à Las Vegas, les deux joyaux actuels de la F1. Je te dirais que j'aime la quantité. Donc, si le ruinard coule à flot, ce sera beaucoup mieux en course parce que la course dure plus longtemps. Bref, mais pour être plus sérieux, honnêtement, posé comme ça, je dirais, certes, il y a eu une négligence. Il y a eu une négligence au début de ce Grand Prix de Las Vegas qui aurait pu coûter cher, qui aurait pu coûter très cher au final. Parce que vu les dégâts de la monoplace, c'est dur. Mais, s'il n'y avait pas eu ce dégât, au final, Las Vegas pour moi est un très bon Grand Prix. La course en elle-même est fameuse. Et honnêtement, je préfère ce Grand Prix de Las Vegas où il y a des surprises, où il y a des dépassements, où je sais que le premier, même s'il part premier, il peut être dépassé au cours du Grand Prix parce que justement ces longues zones de DRS permettent aux pilotes de se dépasser et de se redépasser en fait. Donc il y a beaucoup de passes d'armes entre les pilotes. On a vu le cas entre Charles Leclerc et Perez. Je te passe et puis je reviens te repasser après. Bref. Moi, je trouve que c'est ça qui rend ce Grand Prix très intéressant. On a des virages qui donnent la part belle au pilotage. Ça nous rappelle un peu le virage 2 là dont tu parlais. C'est comme le virage à Miami au final. Le fameux scoop de Miami après le premier virage, effectivement, la première chicane. C'est un très beau circuit. Il a beau ressembler à un cochon retourné. Au final, il m'a agréablement surpris. Si on dit, est-ce que tu es prêt à accueillir le Grand Prix de Las Vegas l'année prochaine? Je dirais totalement, enfin, pas l'accueillir parce que c'est pas moi qui vais l'accueillir, mais je dirais oui, je suis prêt à y assister si on me paye le billet ou... Mais non, Las Vegas pour moi c'est un Grand Prix qui mérite sa place au calendrier. Les choses se feront sûrement mieux l'année prochaine. Je demande un peu aux fans de ce sport d'être indulgents à un moment donné. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu indulgent. Certes, Las Vegas était une destination d'abord de show à l'américaine. C'était une destination de show. Mais c'est une destination de show qui, au final, nous a ramené du sport. Le show. Je suis totalement d'accord. Donc, mettons de l'eau dans notre vin et acceptons que Las Vegas, s'il n'y a pas eu d'incident au tout début, il aurait été un très 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 grand cru. Peut-être même que le fait que la piste soit un peu slippery, soit un peu glissante, ramène un petit plus qui fait que les pilotes sont un peu plus attentifs, il y a plus de pilotage. Certes, ils sont pas fatigués parce qu'il n'y a pas de grandes courbes rapides où on prend 4-5G, non. Mais, ils sont attentifs, la voiture glisse sur chaque phase de freinage, il faut être hyper attentif de ne pas bloquer l'arrière. On a vu pendant les essais, beaucoup de pilotes bloquer l'arrière, Russell, Bottas. Donc, c'est un Grand Prix challengeant, Et si Max au final chante Las Vegas, c'est qu'au final il a pris un peu de plaisir. Donc c'est un oui pour moi. Tout à fait. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus, mais juste, je suis d'accord avec toi. La réaction des fans, c'est vraiment à l'aide du temps, de la nôtre façon de consommer
les choses dans le monde, c'est si ce n'est pas bon, on incendie, si c'est bon, on chante des louanges. Il faut aussi apprendre à dire c'est une première édition, les choses vont mal se passer. C'est une première quoi, et il faut vraiment mettre de l'eau dans notre vin. Et c'est bien, j'en avais même pas pensé, mais le fait que tu insistes vraiment sur la part du pilotage, on l'a vu avec Leclerc, qui réussissait à emmener les freins très aussi loin que Leclerc. Il n'y a personne qui a tenté ça. Le gars, Pérez savait qu'il allait le tenter, mais Pérez ne pouvait pas retarder ses freins autant que Leclerc. Donc il y a vraiment cet aspect confiance, et c'est pas pour rien qu'il a posé une pole à 3/10 de tout le monde, c'est que lui il a directement trouvé la confiance sur cette course, sur cette piste qu'on disait peu technique, mais qui finalement a permis à des pilotes qui ont confiance en leur machine de faire la différence. Tout à fait. Las Vegas, le Grand Prix de Jeddah, c'est des beaux Grands Prix au final. Soyons indulgents les amis. Peut-être proposons, ne critiquons pas, proposons. C'est tout ce que je dirais. Proposons des solutions. Proposons des solutions pour que les choses se passent mieux à l'avenir. Donc voilà. Les amis, on va passer au second point. Le point qui nous tient le plus en haleine, évidemment, Ferrari et Mercedes se donnent rendez-vous à Abu Dhabi pour en découdre. Les mots sont forts entre les teams principaux. Monsieur Vasseur, qui, quelque part, donne un peu des petits coups de poing virtuels à Toto Wolff en disant c'est Franck Montagnier qui pose la question à Vasseur, lui disant Mercedes, au final, Abu Dhabi, c'est un grand prix où ils ont l'habitude d'être forts. Et Fred Vasseur qui répond oui, ils avaient aussi l'habitude d'être forts au Brésil. On a vu ce qui s'est passé. Donc clairement, il y a un petit jeu d'acteurs entre les teams principales. Les deux vraiment veulent la victoire. Vasseur qui dit que Mercedes a peut-être fait jouer son veto sur la pénalité de Carlos Sainz, alors que c'est pas de sa faute si la voiture a été en mille morceaux. Bref, il y a un vrai jeu dans les coulisses, les amis, qui se joue. Mais comptablement parlant, il y a des choses à observer. Et pour ça, on a préparé des graphes. Parce que évidemment, sans graphes, on ne sait pas apporter de la matière à nos paroles. Regardons ces graphes justement qui présentent la différence avant et après la trêve estivale. Ferrari avant la trêve estivale, c'est 191 points au championnat constructeur. Et après la trêve estivale, ils ont engrangé 197 points, les amis. Mercedes. Alors qu'il y avait moins de courses. Mercedes, c'est 247 points avant la trêve et 145 points après. Pratiquement 100 points perdus. Regardez les deux courbes en dessous, les deux disques, les deux camemberts pour ceux qui font un peu de mathématiques. 56% à l'avantage de Mercedes avant contre 58% à l'avantage de Ferrari après. La dynamique s'est inversée, les amis. Certes, on a l'impression que Mercedes a apporté des évolutions. Depuis qu'ils ont apporté ce plancher, la voiture allait être volée, mais sur le papier. Au final, c'est catastrophique. Austin, la voiture était magnifique. Il arrive à pratiquement 2 secondes de Max Verstappen. C'est une réussite totale. La voiture a donné tout ce qu'elle pouvait, mais disqualification. Grand Prix de Jeddah, Lewis, accident au premier tour. Il n'y a que Russell qui engrange les points. Pardon, Qatar, merci, je te remercie. Il n'y a que Russell qui engrange les points. Brésil, ils sont nulle part. Nulle part. Le Grand Prix où on se disait on va avoir la victoire. Mercedes, catastrophique. On arrive ici à Las Vegas, ça fait 7-8. Donc, clairement, il y a un problème chez Mercedes. Est-ce un problème de réalisation plus qu'un problème de performance? Est-ce un problème de qualification plus qu'un problème de course? Ça se joue vraiment à couteau tiré. Regardons encore ce schéma. Les points par course et la position moyenne à l'arrivée. Ferrari, 21,9 après la trêve estivale contre 15,9. On parle bien des points par course. Donc Ferrari engrange en moyenne 6 points, 6,2. Non, 5,2. 6 points. 6 points par course. 6 points de plus que par rapport à avant la trêve, oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Et Mercedes, totalement en retrait. Pratiquement 4,5 points par course en retrait. Et donc, quand on regarde tout ça, on a envie de se poser une question. La question qui brûle les lèvres, la question qui brûle la gorge.
les amis, c'est qui la deuxième force? Qui est la deuxième force au final de cette saison? Franck, je te lance cette question. Pour moi, la deuxième force, et ça va vraiment à l'encontre de l'état du classement aujourd'hui, pour moi, la deuxième force sur l'ensemble de la saison, c'est Ferrari. Déjà, qu'on part sur, certes, Ferrari n'a pas été verni au niveau du nombre de podiums, quoique c'est quasiment la même entre Ferrari et Mercedes aujourd'hui. Si on part sur la perf pure de la voiture en termes de pole, il n'y a pas photo. Une pole chez Mercedes contre 6 chez Ferrari. Et je ne compte pas le nombre de fois où Ferrari est passé à un demi-dixième de Red Bull de prendre une pole. Donc déjà sur la perf pure, sur le tour, c'est côté Ferrari. Maintenant, si on part sur la course, depuis que Ferrari, comme tu as dit, à la sortie de la trêve estivale, a arrangé ses problèmes de gestion de pneus, il n'y a plus photo entre les deux. Je veux dire, il faut dire les termes. D'un côté, on a une Ferrari dont les forces, c'est avoir une bonne qualif et de la vitesse de pointe, ce qui lui permet de partir mieux et d'être dur à doubler. Et de l'autre côté, tu as Mercedes dont la force, c'est une meilleure gestion des pneus qui les rend performants en course. Mais le problème, c'est qu'ils ne font pas de la performance en course, ils font du rattrapage de la veille. Exactement. Parce qu'en fait, la veille, ils se manquent en qualif quasiment une fois sur deux. En fait, il n'y a jamais eu un pilote, les deux pilotes Mercedes qui ont performé en qualif en même temps. C'est toujours un qui part dans les 2-3 premières lignes et l'autre qui sort prématurément en Q2. Donc, vraiment, où mettre cette voiture? Et même, mon dernier argument pour dire que Mercedes n'est pas deuxième force, c'est penchons-nous et demandons-nous quand est-ce qu'on a eu l'impression que derrière Red Bull, c'était Mercedes l'épouvantail du week-end. Déjà, quand ils arrivent le vendredi, on ne sait pas là où ils sont. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Tantôt, ils sont pas au-dessus du top, en dehors du top 10. Tantôt, ils sont deuxième et après, ils se qualifient sixième. Donc, on n'a jamais eu un week-end, à part à Melbourne, où on s'est dit, oui, Barcelone aussi, où on s'est dit, là, Mercedes, c'est la deuxième force. Alors que McLaren, par exemple, pendant 5 grands prix d'affilée, après la trêve estivale, il n'y avait pas photo qui était la deuxième force, c'était McLaren. Ferrari, quand elle pose sa voiture à Monza, à Singapour ou à Las Vegas, elle roule sur tout le monde. Donc, franchement, j'ai du mal, en fait. Tu as utilisé l'analogie de l'élève moyen et de l'élève fort dans des catégories. Mercedes, c'est l'élève moyen qui est toujours là, mais ne crève pas l'écran. Alors que Ferrari, c'est l'élève très fort dans quelques matières, qui peut tomber en anglais, mais qui va avoir 18 en maths. Donc, quelle est ton école? Moi, je préfère être quelqu'un qui va aller chercher une victoire parce qu'il est très fort quelque part, que celui qui ramène toujours 12, 13 à la maison. On peut pas le taper sur les doigts parce que il a une bonne moyenne, mais on peut pas non plus le féliciter et appeler les oncles pour dire l'enfant il est très fort parce qu'en fait il est moyen quoi. Donc moyen à l'échelle de Mercedes. Bien sûr on parle pas de Haas. Écoute, c'est très clair, c'est très clair. Je sais pas si on va jouer un jeu de thèse antithèse parce que honnêtement, je soutiens ta thèse. Pour moi, c'est Ferrari la deuxième force. Je pense que c'est aussi une histoire de dynamique. On a l'impression que Ferrari comprend mieux sa voiture par rapport à Mercedes. Si aujourd'hui on pose la question, qui crois-tu qui pourra lutter contre Red Bull l'année prochaine? J'ai envie de dire Ferrari directement, parce que je ne vois pas la Mercedes comme une vraie force en fait. Même si comptablement parlant, championnat constructeur, ils ont l'avantage aujourd'hui, un léger avantage, 4 maigres points. Ça veut pas dire qu'ils sont une force en fait. Ici, moi, c'est comme ton analogie est parfaite, hein, l'analogie de l'élève. On est moyen, un autre fait des performances en dents de scie, et au final, je me retrouve devant lui. Je suis pas plus fort que lui. Non, je suis moyen. Et si un jour on a besoin de moi on a besoin de prendre une référence, on prendra jamais en référence quelqu'un de moyen. On prendra toujours celui qui avait les meilleures notes. Donc, Mercedes pour moi n'est clairement pas la deuxième force. Et puis, il s'est tellement alterné la deuxième force au cours de la saison. À un moment donné, c'était McLaren qui venait totalement en force. On a même fait des graphes pour montrer à quel point McLaren est très très fort cette saison. Mais Mercedes n'a jamais montré... n'a jamais brillé. Ça n'a jamais été fulgurant. Il n'y a aucun Grand Prix où tu arrives. Ça n'a jamais crevé l'écran. Ça crève pas l'écran. Il n'y a aucun Grand Prix où tu arrives, tu dis, cette fois-ci,
Mercedes va briller. Il y a des gens qui se sont essayés au Brésil, ils se sont rongés les doigts. Donc, tu peux pas parier sur Mercedes pour 2024. Et même, quand on regarde, est-ce que même Ferrari, on pourrait parier pour 2024? Je me mettrais même un petit bémol, parce qu'au final, aujourd'hui, Ferrari fait presque, je dis bien presque, jeu égal avec Red Bull, mais c'est une Red Bull qui n'a plus évolué depuis pratiquement la moitié de la saison. Depuis pratiquement la trêve estivale. Il y a peut-être une évolution après la trêve estivale. C'est une voiture qui n'a plus beaucoup évolué. Moi, j'ai peur de ce qui arrivera l'année prochaine. Parce que si les gens ne font pas de grands bonds de développement, moi j'ai l'impression que Red Bull l'année prochaine, elle nous met encore 1 seconde 5 d'écart en qualification à Bahreïn. Donc j'ai peur pour 2024. Limite, j'ai envie de poser le dossier McLaren. Est-ce que McLaren ne serait pas notre meilleure chance d'avoir un championnat serré? Parce que ce sont les seuls qui, du début à la fin du championnat, ont su amener une dynamique positive à partir du moment où ils ont commencé leur développement. Est-ce que c'est pas eux le sauveur de l'intérêt de la saison 2024? Je te vois grimacer. Maintenant, explique-nous pourquoi. Non, depuis quand l'élève copie le maître, il dépasse le maître? Non. C'est pas l'élève Dan Fallow chez McLaren qui va dépasser Adrian Newey chez Red Bull. Moi j'y crois pas. Excuse-moi, j'y crois pas. Ils réussissent plus ou moins à s'approprier le concept de la Red Bull. Ils la comprennent tant bien que mal, parce qu'on a quand même vu qu'ils sont venus à Las Vegas avec le concept de Bing Wing de la Red Bull. Et ça n'a pas vraiment marché en essai. Je pense même qu'ils ont rétro-pédalé, ils sont venus en arrière pour un réglage similaire à ce qu'ils avaient au Grand Prix précédent. Non. Au mieux, ils vont titiller Red Bull, mais pas dépasser Red Bull. Et est-ce que Norris, au final, c'est le pilote qui va aller chercher Max Verstappen? Je sais pas. Sur la grille, il n'y en a pas 4 pilotes qui ont la vista de Max Verstappen. Franchement, on a Max, Lewis, Alonso et Leclerc quand il se crache pas. Et Leclerc quand il est très concentré. Mais est-ce qu'il peut rester concentré suffisamment le long d'une saison? Parce qu'on a vu un Max Verstappen qui ne fait pas d'erreur. C'est un pilote chirurgical. Il s'endort jamais. Non, il faut un pilote qui soit propre toute une saison en fait. Et il n'y en a pas beaucoup. Et donc quand tu vois que la Mercedes n'a pas l'air d'être propre, tu vois que Aston Martin n'a pas l'air d'apporter un développement qui va dans le sens d'un développement. Il a l'air plutôt d'aller dans le sens d'un rétro-pédalage. 2024 pour moi, j'ai pas hâte. Je suis navré mais j'ai pas hâte. Mais ça va être le sujet de la preview de 2024. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Laissons le temps d'y croire. Pas trop d'émotions pour l'instant. Mais dernière question pour fermer ce sujet de débat Mercedes Ferrari. Franck, allez, c'est l'heure de parier. Qui finit deuxième au constructeur? Moi, je suis quelqu'un qui suit énormément les sports collectifs, le basket, et il y a ce qu'on appelle la dynamique. Et là, aujourd'hui, franchement, la dynamique est tellement contre Mercedes que je peux pas faire autre chose qu'aller sur Ferrari. Déjà, quand tu regardes Abu Dhabi, circuit extrêmement moteur, avec des virages rapides. Certes, il y a ce troisième secteur un peu lent qui peut plaire à Mercedes, mais ça va être compliqué. L'année dernière, Abu Dhabi s'était joué sur la gestion pneumatique avec une Ferrari qui avait réussi à faire Pete Perez une deuxième fois pour après aller au bout. Donc peut-être Mercedes peut tenter quelque chose, mais ça va être très intéressant. Mais moi, je donne ma part à Ferrari. Et toi? Mercedes. C'est pas pour faire une thèse antithèse, hein. Non, bien sûr. Ton argument est fort, mais je crois que ces deux pilotes-là, Lewis qui fait parfois preuve de désinvolture en qualification, il va se réveiller à Abu Dhabi. Parce qu'il a quand même un combat à gagner. Certes, la deuxième place, ça n'a pas dit grand-chose, mais je rappelle que l'année dernière, il était troisième. Donc, un rang en plus, c'est peut-être signe d'une progression. Même dans le cœur de l'équipe, ça rassurait l'équipe qu'ils ont quand même produit une W14B intéressante. Donc, je crois que Russell et Lewis vont faire des choses intéressantes. Ça va vraiment se jouer Leclerc, Lewis, Russell, Carlos Sainz. Je crois que ce sera là le duel et ce sera vraiment, vraiment intéressant à suivre. On sait que Russell, c'est pas l'un des pilotes les plus tendres. Donc,
Ça va être beau. Moi, je pense vraiment, ça va être un combat d'orgueil. Là, je te rejoins totalement. Les pilotes, ils vont prendre sur eux d'aller chercher cela. Et ça va être, je pense, ça va être, si des Mercedes et des Ferrari se rencontrent sur le circuit, ça va être très, très, très musclé, je pense. Attention les étincelles, attention le carbone. Les amis, on va pas s'étendre plus longtemps. C'est l'heure des pronos. Les pronos pour le Grand Prix d'Abu Dhabi, le dernier Grand Prix de la saison, qui donnera lieu finalement au dernier débrief. Les amis, qui aura la pole au Grand Prix d'Abu Dhabi? Max Verstappen pour moi. Et toi? Je pars sur Charles Leclerc. Je pense que Ferrari... Non, sur cette fin de saison, franchement, Ferrari a quasiment toujours été sur le coup. Et je pense que Leclerc, il prend la dernière pole de la saison. Je te rappelle quand même qu'il y a un dernier secteur très sinueux où je suis pas sûr que la Ferrari a l'avantage. Ouais, mais voir leur performance dans les virages à Las Vegas m'a un tout petit peu rassuré. Donc, je vais aller sur Leclerc. Tu vas sur Leclerc. Très bien, c'est noté. Podium, quel est ton podium? Inévitablement Max qui va gagner, vu que lorsque Leclerc fait la pole à 90%, des fois c'est Max qui gagne, donc il n'y a pas de souci. Leclerc en 2 et Hamilton en 3. Très bien. Hamilton aime beaucoup Abu Dhabi. Oui. Et je crois qu'il a soif de finir sur un podium. Ce serait une belle façon de conclure cette année, même si, à défaut de ne pas avoir de victoire. Honnêtement, j'ai les trois mêmes pilotes que toi sur le podium, mais dans un ordre différent. Donc moi, je donnais ma pole à Max. Par contre, ma victoire, je la donne à Charles Leclerc. J'inverse. Waouh. Ouais, ma victoire à Abu Dhabi, je la donne à Charles Leclerc. Max Lewis. Et pour me finir, je dirais Russell, Norris, Sainz. Voilà. Okay, que Mercedes, justement, gagne le championnat constructeur. Tu restes au moins fidèle à tes propos. Toujours. Dans ce cas, ma surprise, ce sera Hamilton. Je pense que après 2 grands prix, franchement, pas très jolis de Mercedes, il va se réveiller et poser ce podium-là. Donc moi, je dis surprise validée si Hamilton finit sur le podium. Moi, c'est Gasly, top 7. Voilà ma surprise. Ok. Gasly, top 7. Ok, il se venge de son Grand Prix de Las Vegas après. D'accord. Tout à fait. Et mon flop, ce sera un flop qui sera un peu... ce qui va sacraliser la médiocrité de la saison, pour moi, c'est Sergio Pérez. Je le mets en flop. Félicitations pour sa 2e place pilote, mais ça, c'est une 2e place pas avec du panache au vu de la voiture qu'il a. Une 2e place où il est à moins de 50 points d'Hamilton dans une W14. Désolé, mais moi, j'appelle ça une 2e place par défaut. Et voilà. Pérez, ok. Moi, c'est Bottas. Bottas P14. Top 14. Ok, moi, je dis Pérez hors du top 5. Ouais. Pérez hors du top 5. Et c'est bon, il a une Red Bull. Ouais. Ok. Moi, c'est Bottas hors du top 13, en fait. Je crois qu'il va faire 14-15. Ok. Donc, voilà. Je pense que les A seront un peu intéressantes. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que nous clôturons ce débrief? Que Las Vegas a fermé énormément de bouches. J'ai vu des lignes éditoriales dans de très très grands magazines, sites internet très connus de sport automobile qui ont sûrement eu la honte de leur vie dimanche matin. Et voilà, ça permet de, comme on dit, d'apprendre à mettre l'eau dans son vin et de se laisser convaincre avant de sortir ou non le lance-flamme. Donc, Las Vegas nous a donné une très belle leçon de vie. Et la génération X Twitter, comme nous, on devrait s'en rappeler avant de partir, sinon clavier pour dire tout et n'importe quoi sur l'aspect sportif d'un événement. Ok. Les amis, sur ces belles paroles de Franck, je n'ai pas grand chose à rajouter. Mettons de l'eau dans notre vin. Las Vegas a été un grand prix. Intéressant, finalement, côté du sport. Très intéressant au côté du show. Il y a eu des manquements de la part de la FIA, que ce soit sur la sécurité des pilotes, sur les travaux en piste, que ce soit également au niveau des spectateurs qui n'ont pas pu être remboursés de leurs billets. Il y a eu vraiment beaucoup de focus qui ont été mis sur l'argent, sur le pouvoir. Mais les amis, mettons de l'eau dans notre vin, émettons des suggestions, ne restons pas dans la critique.
Las Vegas est prévu également en 2024. Il me semble même que c'est en décembre. Peut-être il fera moins froid le soir, à voir. Mais, des choses pourront changer. Peut-être et sûrement grâce à vous. Parce que vous aurez donné des suggestions pour améliorer cela. Les amis, je vous souhaite une très belle course de fin d'année. Évidemment, c'est la dernière course, la plus belle, la bataille. Ferrari, Mercedes à Ferrari, les amis. Rendez-vous pour le débrief du Grand Prix d'Abu Dhabi. C'était Finger Pilot. N'oubliez pas les gestes qui sauvent. Abonnez-vous. Ciao, ciao.